Conférencier, c'est Yves Blondeau, c'est le président de l'ADVR, une association pour la défense, non, le secrétaire général de l'ADVR, association pour la défense des valeurs de la résistance. Il a écrit un livre qui s'appelle « Rester debout », il y a quelques exemplaires ici, où il retrace la résistance à travers des témoignages qu'il a recueillis et regroupés tantôt par thème, tantôt de façon chronologique. C'est ce qu'il va faire ce soir avec lecture de ces témoignages. Donc voilà l'essentiel de la conférence. Et puis en fin de conférence, vous pourrez poser les questions sur les points que vous voudrez approfondir. Donc bonne conférence et merci à Yves Blondeau d'être venu nous voir. Bonjour à tous, merci aussi au Club Histoire de la ville de Montreuil de nous accueillir. Moi je suis là en tant que représentant de mon association, l'association, comme le disait Jean-Pierre, de défense des valeurs de la résistance. Je la présente en 30 secondes. Je voudrais quand même dire que c'est une association qui a été créée en 2013, récemment, par Robert Chambéron, qui avait été le secrétaire général adjoint du Conseil national de la résistance et qui en était à l'époque le dernier survivant. Et donc, il nous a demandé de prendre le relais, ce qu'on essaie de faire en évoquant la vie d'un certain nombre de résistants, connus ou inconnus. On pense que les gens qui étaient à la base méritent aussi qu'on parle d'eux et qu'on leur donne, quand on le peut, la parole. Alors, on leur donne, ils disparaissent malheureusement de plus en plus souvent en ce moment. L'âge est là, mais je signale quand même que dans notre association, nous avons plusieurs résistants, dont 2 résistants centenaires. Oh, mais c'est bien. dont Madame Borzakian, qui est ici, avec laquelle nous avons fêté au mois de décembre l'année dernière ses 100 ans, donc il y a un peu plus, et qui était une combattante FTP-MOI. Je parlerai un petit peu tout à l'heure des FTP-MOI. Je ne vous avais pas vu, je suis très très heureux que vous soyez là. Et donc, voilà, nous évoquons bien sûr des figures, mais nous évoquons aussi des moments de la résistance, et pas seulement de la résistance française, parce que nous avons fait une séance au mois d'octobre sur la résistance chilienne, avec un exilé politique chilien qui avait participé avec son groupe de guerrilleros, Manuel Rodriguez, le Front patriotique Manuel Rodriguez, à des actions armées contre Pinochet qui ont payé très très cher ces actions. Mais, donc vous voyez, on est aussi ouvert à d'autres formes et d'autres caractères de la résistance. Alors je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Si peut-être, comme nous sommes à Montreuil, eh bien, je vais annoncer, bon, nous avons plusieurs actions qui sont prévues le mois prochain, mais au mois de février, ça vous intéressera peut-être, nous présenterons une interview, enfin c'est pas une interview, une conférence qui avait été réalisée en 1996 avec le colonel Rotongui. Et il nous fera un exposé qui, enfin, nous avons eu la chance de l'enregistrer bien sûr, et son exposé nous mènera de la guerre d'Espagne à la libération de Paris. Il est fabuleusement riche et bien construit, il est extraordinaire. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, venir nous rejoindre. Ça se passera à la mairie du 20e arrondissement, chez nous en quelque sorte, mais c'est tout à côté. Et si parmi vous des gens sont intéressés, eh bien, je parle trop près peut-être du micro. Non. Sont intéressés, vous pourrez vous inscrire auprès du... Je pense que le club de l'histoire de Montreuil fera le relais de l'information. En tout cas, ils auront l'information précisément. Bon, donc on va entrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Mon intervention sera de temps en temps aérée par Jacqueline Garcia, compagnie de l'Arbre Sec, compagnie de Montreuil, qui va nous faire ici et là, pour illustrer un petit peu mon propos, des lectures qui sont tirées effectivement des interviews de ce livre qui rassemble, mais rassurez-vous, je ne traiterai pas de l'ensemble de nos témoins, une quarantaine de témoins et tous passionnants bien évidemment. Donc on a trié quelques extraits qui pourront illustrer, c'est tout. Malheureusement on reste sur notre fin, on aurait préféré en choisir plus, mais on n'aura pas le temps.
Donc, je vais commencer par présenter évidemment la résistance vue par ces acteurs. Donc, vous retrouveront un certain nombre de personnes. Mais je vais commencer par dire comment c'est. Je ne parle pas de la défaite, hein, je ne parle pas de cette phase de la guerre qui va amener évidemment l'occupation. Je pars directement au moment de l'occupation parce que, bien sûr, les Français sont abasourdis, ils sont écrasés par cette défaite. Et il y a quand même des gens qui, dans ce contexte-là, vont se dire il faut faire quelque chose. Et il faut faire quelque chose, eh bien, c'est ce qu'on retrouvera quasiment dans toutes les interviews que l'on a faites pour ce livre. Les résistants commencent en nous disant « nous pensions qu'il fallait faire quelque chose ». On ne savait pas quoi. Alors certains, comme quelqu'un que nous retrouverons plus tard dans mon exposé, Jean-Marie Delabre, qui était un lycéen au lycée Janson de Séville, c'était lycée Louis le Grand. Et lorsqu'il allait dans son lycée, eh bien, comme beaucoup d'autres gamins, il arrachait des affiches, s'il le pouvait, il mettait des V de la victoire avec des craies qu'il avait piquées au lycée, sans doute. Et c'était pour lui le moyen de dire « je ne supporte pas cette occupation, je ne supporte pas ce qui se passe, je fais quelque chose ». On le retrouvera dans un mouvement de résistance, évidemment, et on le retrouvera même dans un camp de déportation. Mais on commence comme ça. D'autres ont commencé autrement. C'est pas facile de commencer, d'entrer dans la résistance. C'est pas toujours facile. Je vais prendre l'exemple d'une dame que j'aimais beaucoup, Suzanne Teboul, qui était membre de notre association depuis le début, mais qui nous a quittés, hélas, et qui, elle, était apprentie coiffeuse. Elle était dans une école de coiffure qui était sur les grands boulevards. Et elle était juive, son père était juif, et son père se cachait parce qu'il pensait qu'on n'arrêtait que les hommes. Elle ne se cachait pas, mais après elle est entrée dans un mouvement de résistance, je vous dirai lequel tout de suite. Mais elle se disait, je veux faire quelque chose, je veux entrer dans la résistance. Et là, je fais un petit saut dans le temps, en 1942, elle rencontrait en sortant de son école un jeune de son âge qui était dans une école voisine, et bien sûr la jeune fille et le jeune homme se disaient bonjour, se faisaient des petits sourires, mais c'était tout. Et elle avait en tête, elle se disait, mais ce garçon, il est résistant, il fait de la résistance, c'est pas possible, il a une tête de résistant. Bon, alors elle lui a dit, écoute, je crois que tu es résistant, je pense que tu es résistant, je voudrais faire de la résistance avec toi. Et le garçon lui a dit, mais tu es folle, pas question, je ne suis pas résistant. Bon, évidemment, lui, il était FTP. Et il ne pouvait pas le dire à n'importe qui, c'était dangereux. Mais après de multiples assauts de Suzanne, eh bien, ce jeune homme a dit, oui, d'accord, effectivement, je suis résistant. Et si tu veux vraiment entrer, parce qu'elle lui a raconté son histoire, le père qui se cache, etc., la vie qu'elle trouve de plus en plus insupportable, il lui a dit, je vais parler à mon responsable, et le responsable a dit, envoie-moi cette jeune fille, on aura du travail pour elle. Et effectivement, elle a eu un travail assez particulier, je le dis et je ferme la parenthèse parce que c'est juste une parenthèse. Elle était très jolie et donc on lui a donné comme mission de se laisser aborder par des soldats allemands. C'était pas très difficile. Et lorsqu'il demandait à la voir un peu plus longtemps, elle disait oui, bien sûr, demain, à tel endroit, à telle heure. Et à tel endroit, à telle heure, les compagnons de Suzanne, FTP, attendaient le soldat pour lui faire passer un assez mauvais quart d'heure. Je ne sais pas exactement lequel, ça dépendait des cas, mais en tout cas pour lui prendre son arme. Parce que sa mission, c'était évidemment de trouver des armes. Et bon, voilà. Ça, c'est un autre exemple d'une femme qui a voulu et qui a réussi, mais c'était pas évident qu'elle soit acceptée. C'est évidemment des vies très très délicates. Mais il y a également d'autres personnes qui, et là, pour lesquelles la question ne s'est pas posée. Le choix ne s'est pas posé, on ne va pas chercher ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on doit faire. On va faire ce que l'on doit faire. C'est-à-dire, je pense à des militants. Je parlais de Roltanguy tout à l'heure, après l'Exode, il est rentré à Paris le 19 août 1940. Alors c'est amusant parce que c'est 4 ans, jour pour jour, avant qu'il ne déclenche l'insurrection de Paris. Mais bon, il est rentré à Paris et comme c'était un responsable syndical de la métallurgie, il a repris bien sûr son travail de responsable syndical dans la métallurgie, c'est-à-dire bon, des réunions,
de la solidarité avec ses camarades, même si les conditions étaient difficiles, puisqu'il fallait travailler dans la semi-clandestinité bien souvent, distribution de tracts, distribution de journaux, confection de journaux, etc. Donc lui, il n'a pas, à partir de 1940 proprement, fait de la résistance. D'autres qui auraient fait la même chose diraient « nous avons fait de la résistance », mais lui, il a fait ce que Lise Landon a très très bien précisé, présenté. Lise a dit, la femme d'Arthur Landon, Lise a dit « eh bien, nous faisions ce que plus tard on a appelé de la résistance ». Alors ça c'est très intéressant parce que bon, on sait que le Parti communiste est entré dans la résistance en juin 1941, officiellement, mais ces militants, et pas des moindres, hein, les deux que j'ai cités ne sont pas les moindres, eh bien, étaient déjà sans le, j'allais dire sans le savoir presque, ils faisaient de la résistance sans le savoir, mais ils faisaient de la résistance. Et pour vous montrer concrètement le type d'action que pouvaient mener ces gens, là en l'occurrence, je prends l'exemple de Lise Landon, Jacqueline va nous lire un petit texte extrait de ses interviews et qui nous montre vraiment qu'il y a plein de moyens de faire de la résistance sans que ça soit encore vraiment de la résistance, déjà de la résistance. Jacqueline. Il y avait des queues, et dans les queues, les femmes étaient très en colère. Alors, nous, on introduisait des camarades. J'ai d'abord recruté des femmes qui allaient travailler avec moi parmi les sympathisantes communistes et les communistes. Ça a été le premier groupe de femmes. On a réalisé par exemple qu'on manquait de charbon ou alors de pommes de terre. Quand il y avait des distributions qui ne se faisaient pas, on faisait des délégations accompagnées par les femmes à la mairie. Dans les mairies socialistes ou communistes, les maires avaient été balancés. Le pouvoir avait installé des responsables qui n'avaient pas été élus. Alors, on prenait contact avec ceux-là et on présentait nos revendications. On disait, il y a une distribution de pommes de terre, mais elle a été toute petite et après, il n'y en a plus eu. On disait, on veut des pommes de terre, on veut des pommes de terre. Et alors, on restait là-bas avec notre délégation. Et ça, c'était tout de suite en 40, tout de suite. C'était nos premières actions. Donc les femmes étaient tout de suite prêtes à se battre avec nous. Et peu à peu, nous avons fait des choses plus politiques. C'était ça, notre façon de les amener à faire quelque chose dans la résistance. Voilà, alors ça c'est vraiment dès le début, mais je voudrais prendre une autre action comme exemple de Lise Landon, qu'elle a menée en 42, cette fois en août 42, que peut-être vous connaissez si vous avez lu son livre La mégère de la rue Daguerre, parce qu'au coin de la rue Daguerre et du boulevard qui est maintenant le boulevard Maréchal Leclerc, un magasin Félix Potin qui existait déjà, je ne sais pas comment il s'appelle maintenant, mais un magasin de fruits et légumes qui existe toujours, et là, il y avait des femmes qui faisaient la queue, mais qui n'étaient pas. Le texte que Jacqueline a lu, ce sont essentiellement des femmes communistes qui viennent manifester, c'est des manifestations. Mais là, ce n'est pas des femmes politisées, c'est des femmes qui font la queue pour nourrir leur famille. Et Lise était là, il y avait quelques autres femmes dans la queue pour relayer ses paroles. Il y avait un ou deux FTP pour protéger sa prise de parole, parce que c'était toujours évidemment dangereux. Et elle est montée sur un étal et elle a dit un discours dans ce style eh bien, le régime nous affame, l'occupation nous affame, on n'a plus rien pour nourrir nos enfants, pour nourrir nos maris. Rien à envoyer à nos fils ou à nos maris ou à nos pères qui sont prisonniers en Allemagne. Enfin, bon, quelque chose dans ce style-là pour sensibiliser les femmes et leur montrer que s'il y avait des manques, s'il y avait certaines disettes, eh bien c'était évidemment la responsabilité du régime de Pétain, c'était la responsabilité de l'occupation allemande qui pillait les ressources du pays. Mais ce genre de prise de parole, il y en a eu d'autres, de femmes communistes qui en ont fait des prises de parole comme cela, mais souvent ce sont mal terminées. Pour Lise, ça s'est assez mal terminé, parce qu'un policier français a tiré sur elle,
Heureusement, il était chassé par deux FTP qui étaient là et qui ont tiré sur le policier français, qui ont tiré aussi sur un Allemand qui se prêtait à essayer de toucher les Andons. Elle a réussi à s'échapper, mais c'est à la suite de cette prise de parole qu'elle a été arrêtée et que son mari a été arrêté, avec elle d'ailleurs, quelques jours plus tard. À la suite de ça, parce que de fil en aiguille, on a réussi à remonter jusqu'à l'endroit où il se cachait. Voilà, donc voilà, ça c'est... j'ai débordé un peu sur le début, mais bon, difficile de faire des limites. Alors, comme disait Jean-Pierre, je vais essayer quand même d'être à la fois thématique et chronologique. Hein. Et maintenant, je vais aborder un deuxième point de ce que je voulais vous présenter, c'est la création des réseaux et des mouvements. Alors, j'insiste bien sur la distinction parce que je pense que vous la connaissez, mais c'est pas évident. Parfois, j'ai entendu des résistants eux-mêmes dire « moi, j'étais dans le réseau combat ». Le réseau combat, ça n'existe pas, c'est un mouvement. Bon, et donc, c'est deux choses différentes. Alors, les réseaux sont des organisations qui ont été créées soit par quelques individus sur place et qui ont voulu, par exemple, les plus nombreux ont été des réseaux de renseignement, trouver des informations et trouver aussi le moyen de les faire parvenir à Londres. Bon, il y a des réseaux comme ceci, puis il y a d'autres réseaux qui se sont créés, qui sont des réseaux d'évasion. Je prendrai un exemple de chacun. Mais il y a aussi des réseaux qui ont été créés directement par Londres, hein, ou par Londres. Oui, soit par le SO, le Special Opération Exécutive, que Churchill a créé dès l'été 40, ça c'est extraordinaire, soit par le BCRA, le Bureau Central des Renseignements et d'Action. Bon, dirigé par le colonel Passy. Donc, ce sont des organisations, en général, avec pas tellement nombreuses au niveau des effectifs, et soit créées sur place, comme le réseau Saint-Jacques dont je vais parler, soit créées à partir de gens qui ont été parachutés depuis Londres, qui ont eu une formation pour le combat, une formation pour l'information, une formation pour encadrer aussi. Et ceux-là, ce sont des spécialistes. Mais je voudrais évoquer le réseau Saint-Jacques parce que il a été créé, c'est le premier réseau qui a été créé en France, réseau d'information. Il a été créé et notamment autour de gendarmes, il faut le signaler parce qu'ils n'ont pas tous été si nombreux que cela dans la résistance, et dont un certain nombre étaient à la caserne du Prince Eugène, place de la République, qu'on appelait encore la caserne du Château d'Eau à cette époque-là. Et parmi ces gens-là, il y avait un monsieur qui s'appelait le commandant Vérine, Jean Vérine, qui était commandant dans la gendarmerie et qui était un des responsables du réseau. Bien sûr, le réseau a été, comme beaucoup, très vite découvert, et heureusement, des policiers français favorables à la résistance, c'était en octobre 1941, sont venus le prévenir qu'il allait être arrêté d'un moment à l'autre. Eh bien, cet homme a dit, mais moi je suis un militaire, hein, il n'est pas question que je déserte mon poste, si je dois être arrêté, je dois être arrêté à mon poste. Il est resté à son poste, il a été arrêté. Il a été torturé, il a été déporté, et 2 ans après, à Buchenwald, en octobre 1943, les Allemands l'ont fusillé. Mais cet homme, qui était un militaire dans l'âme, a demandé à avoir droit à une dernière volonté que les Allemands ont accepté de respecter. Il a demandé à être fusillé en uniforme. Et c'est sans doute parce que c'est une espèce d'archétype du héros que la caserne de la République s'appelle maintenant la caserne Vérine depuis 1947. Voilà, je voulais évoquer cette figure-là. D'ailleurs, qui n'est pas dans mon livre, mais bon, qui méritait aussi que, pourquoi pas, on s'arrête un peu sur elle. Et puis, je voudrais aussi maintenant évoquer les réseaux d'évasion, parce que ces réseaux d'évasion, ils ne sont pas très connus. On parle toujours des réseaux de renseignement, moins souvent des réseaux d'évasion. Et notamment, je pourrais en choisir plusieurs dans le livre, mais bon, je vais choisir celui-ci parce que vraiment c'est quelque chose. C'est la ligne Comet. C'est un réseau d'évasion qui s'est constitué en Belgique à partir du travail d'un instituteur et d'une jeune femme qui était infirmière, pardon, tout simplement. Et elle s'appelait André Dejambe. Et tous deux ont constaté qu'il y avait pas mal de soldats qui avaient été oubliés sur les plages de Dunkerque en juin 40 et qui erraient un peu en Belgique, un peu perdus, et ils se sont dit, ces garçons, il faut les aider à partir, ils vont être faits prisonniers. Et puis après,
ils ont constaté également, c'était pas difficile, que certains avions qui allaient faire des missions tombaient, étaient abattus, et donc que les aviateurs aussi tombaient, parfois survivaient, hein, et ils se sont dit qu'il fallait absolument les aider à passer en Angleterre. Alors ça a l'air simple, l'idée est simple, mais c'est assez compliqué. Ils ont fait une chose assez incroyable, ils ont été voir, partout ils ont pu, les maires, les curés, les instituteurs, dans les villages, notamment de campagne, parce que souvent ces gens étaient tombés comme ça, hein, et étaient recueillis quelques jours par les paysans, et se sont dit les paysans ne vont pas garder ces aviateurs ou ces soldats longtemps, ils vont aller voir le maire, l'instituteur ou le curé pour savoir comment s'en débarrasser, donc voilà. Et effectivement, ils ont contacté comme ça des centaines de curés, de maires ou d'instituteurs, et c'est comme ça que leur filière a commencé à récupérer les aviateurs tombés. Et le réseau est tombé, il a été dénoncé par la suite, mais jamais par un de ces instituteurs, de ces curés ou de ces maires. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, parce qu'ils n'avaient pris aucune précaution. Ils ont obtenu effectivement une aide de l'Angleterre, hein, parce qu'ils faisaient passer leurs pilotes, c'était surtout les pilotes qui étaient précieux, parce qu'on ne forme pas des pilotes facilement, et il faut des mois ou des mois pour former des pilotes. Donc il fallait les faire repasser au combat le plus vite possible. Et puis, donc ils passaient par l'Espagne. L'Espagne finançait les frais de cette ligne, mais ne finançait pas, évidemment, les résistants qui en faisaient partie. On payait les billets de chemin de fer, on payait ce qu'il fallait payer pour assurer la survie des soldats pendant quelque temps. Mais je fais une petite remarque ici qui me semble assez extraordinaire. Les convoyeurs ou les convoyeuses, quand ils ont convoyé des Anglais ou des Canadiens, n'ont jamais eu le moindre problème, la moindre remarque. Avec des Américains non plus, pas de problème, mais des remarques du type « Combien vous paye-t-on pour nous accompagner ?» Les Américains n'ont jamais pu admettre, et ça c'était très fréquent, n'ont jamais pu admettre que des gens risquent leur vie pour une cause et non pas pour de l'argent. Donc, cette ligne a fonctionné et a permis à plusieurs dizaines de pilotes de reprendre leur poste. C'était très important sur le plan, sur le plan moral aussi, parce que quand les pilotes rentraient de mission et que sur les tableaux noirs on mettait un tel missing, un tel absent, enfin manquant, le moral des survivants n'était pas très très bon. Mais quand ils voyaient que leurs camarades qui étaient tombés, qu'ils croyaient perdus, morts ou prisonniers, revenaient, eh bien, c'était pour les combattants de la RAF ou de l'US Air Force, c'était vraiment quelque chose de très très important. Et donc, psychologiquement, mais aussi militairement, voilà, c'est un type de résistance qui a fait un travail tout à fait extraordinaire. J'aurais plein de choses à vous dire sur cette ligne comète, mais je vais m'arrêter là. Je vais donner la parole à Jacqueline qui va nous lire un extrait de l'interview d'une jeune fille. Elle avait 17 ans à l'époque, Odile de Vasselot, qui, d'ailleurs, je le signale, est membre de notre association, est toujours très très active et témoigne encore. Et elle a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Tombée du ciel », dans lequel elle explique comment fonctionnait cette ligne et ce qu'elle-même faisait dans cette action de résistance. Jacqueline, Odile de Vasselot. En janvier 1944, j'étais dans le train avec deux aviateurs, un Anglais et un Américain. Et les Allemands sont montés. Nous étions entre Douai et Arras. On était dans le couloir debout et j'entends « Présentez vos cartes d'identité !» Je regarde, c'était les Allemands. Ils ont disparu dans le compartiment qui était derrière moi. Et j'ai dit aux aviateurs « Faites comme moi !» Et surtout, pas un mot. Les Allemands ressortent. Je tends ma carte d'identité. Ils ne la regardent même pas. Ils ne posent aucune question. Le premier aviateur, l'Anglais, donne sa carte d'identité. L'Allemand la prend et dit « Comment vous appelez-vous » L'Anglais fait semblant de ne pas entendre et d'être sourd-muet. L'Allemand demande à l'autre la même chose. Même réaction de l'Américain. Les Allemands savaient que nous étions dans ce train. Ils ont bien deviné que c'était les hommes qu'ils recherchaient.
Et pendant que le train roulait, ils les ont fouillés. On est arrivé à Arras. Et là, les Allemands les ont fait passer devant moi. Impeccable. Ils n'ont pas sourcillé. Mais ils m'ont fait comprendre qu'ils me remerciaient quand même. Ils sont sortis avec la police de la gare. Alors les Allemands ont bouclé le wagon. Ils sont revenus pour faire la visite des bagages, parce qu'ils voulaient naturellement trouver l'accompagnateur. Et encore une fois, les Allemands ne m'ont même pas posé une question. Ils ne se sont pas imaginés que l'accompagnateur pouvait être une jeune fille qui avait l'air tellement innocent. Ils ont arrêté un homme dans le compartiment dans lequel j'avais été enfermé. Il avait des pommes de terre dans sa valise. Et ils ont pensé que c'était une couverture et ils l'ont arrêté. J'étais mal. Mais on nous avait dit, surtout ne vous faites jamais arrêter parce que vous pourriez livrer le réseau. Alors, j'ai laissé partir ce pauvre homme. C'est parfois difficile, hein, bien sûr. Et Odile Levasseur, bien sûr, a survécu à cette ligne comète qui a été démantelée en grande partie. Elle a survécu aussi au démantèlement d'un réseau de renseignement dont elle avait fait partie avant, le réseau Zéro, et à la Libération, avant la Libération, elle avait repris du service après le démantèlement de la ligne comète au réseau Zéro qui avait été reconstitué. Et mais je ne le dirai pas, maintenant je m'arrête, elle a failli être fusillée par des résistants au moment de la libération de Paris. Petite histoire. Mais j'ai donc parlé un petit peu, excusez-moi peut-être un peu trop longuement des réseaux, mais je voulais qu'on nous donne la parole aussi, qu'on entende, qu'on sente qui était derrière ces réseaux. Ce n'est pas seulement des noms de réseaux, ce n'est pas le réseau Bourgogne, ce n'est pas le réseau Comète, c'est des gens, des individus. Et quelques mots sur les mouvements. Alors les mouvements, puisque je disais faire la distinction entre les réseaux et les mouvements c'est totalement différent. C'est des organisations qui ont été faites... alors, il y a un cas particulier, c'est celui du Parti communiste, je vais y venir après, mais qui ont été faites à partir de quelques personnes qui se sont réunies et qui se sont dit, bien sûr, comme tout le monde, il faut faire quelque chose, mais quoi? Dans les premiers temps, le plus naturel, c'était de faire de l'information, d'essayer de faire l'information pour donner une contre-information par rapport à la propagande, et puis donner aussi peut-être un peu d'espoir aux gens qui étaient, comme je le disais tout à l'heure, écrasés par la défaite. Donc je vais prendre comme exemple le mouvement Défense de la France, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens de Défense de la France. Alors, évidemment, ça sera peut-être critiquable ou critiqué parce que ce n'est pas le mouvement le plus à gauche, mais bon, c'est un mouvement qui a été un des grands mouvements de la résistance. Alors, je dis ça un peu gentiment parce que Philippe Vianney, au début, était, disons, anti-allemand, mais plutôt pro-Pétain. Il pensait que Pétain était le bouclier, comme d'autres l'avaient, mais il avait quand même déjà... mis sur les rails un journal qui allait devenir ensuite un mouvement. J'explique comment. Pour créer un journal, il suffit d'être 2, 3, 4, parce qu'au début, les journaux, c'est des feuilles, hein, comme ça, une feuille recto-verso, après ce sera des 4 pages, il y en a qui seront un peu plus importants. Ça n'est pas régulier parce qu'il ne suffit pas d'écrire, hein. Il faut déjà recueillir de bonnes informations. Pour cela, il faut écouter la radio anglaise, écouter la radio suisse, écouter la radio officielle aussi, et puis pour essayer de décrypter tout ce qui se passe. Et de donner une information claire qui puisse être fiable. Il faut aussi, bien sûr, du papier. Il faut aussi de l'encre. Il faut aussi des machines. Alors au début, Défense de la France, ça fonctionnait avec... je suis désolé pour les enseignants qui sont ici, avec le papier de la Sorbonne, et pas les presses, mais les rodéos de la Sorbonne, tout simplement parce que Hélène Moscovitch, qui deviendra la femme de Philippe Vianney, qui deviendra Hélène Vianney, était étudiante en géographie, comme elle n'était pas très riche, eh bien, elle travaillait avec ses professeurs comme assistante, et donc elle avait privilège les clés de la Sorbonne, les clés du local où était le matériel de la Sorbonne, et donc la Sorbonne a participé ainsi à la naissance de Défense de la France. Mais très vite, Défense de la France est devenu beaucoup plus important parce que quand Jacqueline Pardon, qui est une des grandes figures également de ce mouvement, est arrivée, elle avait beaucoup de relations et
notamment dans les milieux industriels. Il y a des patrons qui ont financé largement le journal et qui ont permis à ce journal d'avoir un local en banlieue, un peu à l'écart, et d'avoir même jusqu'à une ligne type pour pouvoir faire un journal de plus grande diffusion, bien sûr. À la Libération, Défense de la France a tiré, avant la Libération, jusqu'à 450 000 exemplaires. Bon, alors c'est évidemment, ça peut sembler un exploit, parce qu'il faut, je le disais, le papier, l'encre et tout cela, mais il faut aussi le diffuser. Alors ils ont commencé par diffuser leur journal, ils étaient un petit noyau, pas très très nombreux, et par diffuser leur journal, eh bien, dans les boîtes aux lettres, hein, comme tout le monde l'a fait, comme tous les résistants l'ont fait, et puis en l'envoyant aussi par la poste, hein, sous pli fermé bien sûr, et comme les timbres étaient chers, eh bien, ils ont eux-mêmes fabriqué leurs timbres. Ils ont eux-mêmes fabriqué des cartes d'identité en très grand nombre. Ils revendiquent d'être le premier mouvement, enfin le plus important pourvoyeur de faux papiers de la résistance. Ils ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres qui disent la même chose, mais bon, peu importe. Beaucoup l'ont fait et c'était important pour tous. Donc, comme vous voyez, quand on se lance dans une activité comme celle-là, eh bien, il faut trouver du monde. Et puis, il faut se diversifier. Donc, faire des fausses cartes pour les uns pour les autres. Et puis, quand on en a fait quelques-unes, on en fait beaucoup plus. Faire des faux timbres, mais dont l'ensemble était très bien imité. Et puis, vous voyez, on diversifie son activité à tel point que Défense de la France, à la fin à partir du début de l'année 44, a même créé des maquis. Et à partir de 43, il n'y a plus le moindre doute, hein, Défense de la France n'était plus du tout, légèrement attendri par le maréchal Pétain. Là, c'était clair et net. Le mouvement a été donc un grand mouvement de résistance. Mais il a pris de l'ampleur, particulièrement quand un groupe de jeunes lycéens, je parlais du lycée Louis le Grand et de Jean-Marie Delabre tout à l'heure, eh bien, ce groupe de jeunes lycéens s'était constitué autour de Jacques Lucéran, que peut-être vous connaissez de nom parce que c'est une figure quand même, et c'est un jeune, il était en Cagne ou en Hippocagne, je ne sais plus, et donc un jeune étudiant qui a récolté autour de lui le soutien d'un certain nombre de jeunes, jusque dans les classes de terminale et de première, et qui se sont regroupés dans un mouvement, un groupe, disons, qui s'appelait les Volontaires de la Liberté. Et ces jeunes lycéens ont joué un très très grand rôle pour la diffusion de Défense de la France, parce qu'à chaque fois qu'ils partaient, soit en vacances, soit chez leurs parents, il y avait un internat, et bien ils emportaient évidemment de très nombreux numéros de ce journal. Et même Jean-Marie Delabre, qui a été un des premiers, un des grands, des plus importants diffuseurs, disait « Je ne l'ai jamais lu. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer qu'il y avait des gens qui résistaient. C'était pas vrai. Je me doutais du contenu, c'était pas ça le plus important. Mais donc, quand ils allaient chez eux, bien, ils trouvaient des points d'appui, des points de distribution, et ainsi ils ont créé, et tous les mouvements ont fait de même, une véritable toile d'araignée sur le pays qui permettait une très, comme je l'ai dit tout à l'heure, une très large diffusion. Voilà pour la construction d'un mouvement. La diffusion, la spécialisation ensuite s'est faite. Par exemple, le mouvement combat avait un service social et nous avons à la DVR, puisqu'on a fêté nos 2 centenaires l'année dernière, notre autre centenaire était membre du service social de combat. Elle a été déportée d'ailleurs. Et donc, vous voyez, les mouvements, c'est des choses des organisations qui se sont créées à l'intérieur, autour de quelques personnes, avec peu de moyens et qui peu à peu ont évidemment pu se développer et se diversifier. Et il y a des mouvements qui avaient même aussi des réseaux d'évasion. Voilà, c'est pas facile de classifier la résistance, hein, tous se chevauchent un peu. Bon, voilà pour les différents mouvements. Je ne veux pas oublier le Parti communiste, parce que lui, c'est un petit peu spécial, dans la mesure où il y a plusieurs types d'organisations, plusieurs phases. Dès l'été 40, le Parti communiste a créé l'organisation, c'était d'ailleurs sous la direction de Henri Roltanguy, en grande partie, l'organisation spéciale, l'OS. Et l'OS était chargé, dès le début, donc, de distribuer des tracts,
de protéger les prises de parole, avant même la création des FTP, de protéger les crises, et puis de faire des manifestations. Parce qu'ils ont fait des manifestations, on a vu avec les Islandons, mais je vais en citer une autre tout à l'heure, parce qu'elle est lourde de conséquences là. Et donc, à partir dans l'organisation spéciale, il y a une petite branche, je veux lui rendre hommage, hein, parce qu'elle est intéressante, c'est excusez-moi, les bataillons de la jeunesse. Parce qu'il y a deux noms, Ouzoulias, qui en était le responsable, a parlé des bataillons de la jeunesse et des fils de la nuit, donc j'hésitais un petit peu. Les bataillons de la jeunesse, qu'on va retrouver derrière le colonel, derrière Pierre-Georges, qui sera plus tard le colonel Fabien, vont jouer un grand rôle, et notamment dans l'action armée, quand le parti passera à l'action armée. Et ces bataillons de la jeunesse, je le souligne, on en parle, ils sont connus, je pense que vous en avez entendu parler sûrement, ils n'ont jamais rassemblé plus de 40 membres. C'est-à-dire que les résistants, au début, sont, on peut parler déjà de résistance, hein, je l'ai dit, bon, bien sûr, sont très très peu nombreux. Ils sont très 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 peu nombreux. Alors si j'avais le temps, je vous aurais parlé de la manifestation du 11 novembre 40 sur les Champs-Élysées. Bon, c'est aussi la première manifestation en quelque sorte de résistance qui se déroule, mais je n'en parle pas, j'ai pas le temps, donc on pourra en parler éventuellement au moment des questions. Mais donc voilà, pour le Parti communiste, eh bien, la structuration est plus facile d'une certaine façon, parce que c'est pas le Front National qui va se mettre en place en mai 41, je précise bien, c'est avant l'attaque des Allemands contre l'URSS, donc un peu avant. Le Front National est créé d'en haut. C'est peut-être facile de le dire, c'est peut-être une erreur de le dire, mais ça semble plus facile en tout cas. C'est pas une organisation qui s'est créée en tâtonnant, en cherchant. C'est une organisation créée d'en haut, parce que les membres du parti, comme vous le savez, ou les syndicalistes de la CGT, étaient obligés de passer dans la clandestinité, au moins dans la semi-clandestinité. Donc les structures de clandestinité, elles étaient là, et ça a pu se mettre en place rapidement et efficacement. Donc c'est un mouvement, Front National, qui avait pour ambition de rassembler Front National pour l'indépendance, pour la libération et l'indépendance de la France. Excusez-moi, je dis ça quand même. Bon, oui, mais c'est ce mouvement qui restera essentiellement communiste avait pour ambition de rassembler toutes les forces qui voulaient se joindre à la résistance. Bon, donc ça ne sera pas vraiment le cas, encore qu'il y a des gens qui sont totalement surprenants. Georges Bidault, par exemple, sera aussi au Front National. Bon, je prends l'exemple de Georges Bidault parce qu'on le retrouvera un peu plus tard au CNR. Voilà pour cette mise en place des structures qui vont évidemment se développer tout au long de la résistance et subir aussi la répression. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais le point suivant que je voulais développer, je ne fais pas une histoire, vous voyez, dans la chronologie, on n'en sortirait pas, mais c'est quand même dans la chronologie. Je vais tout de suite, si vous le permettez, sauter à juin 41, à l'attaque de l'URSS par les troupes allemandes. Le 22 juin 41, 2 millions d'hommes sur 2000 km entrent en URSS et enfoncent les troupes de Staline qui, il faut le dire, n'étaient pas encore suffisamment solides après les purges de 1938. Et donc, cela explique sans doute les revers subis. Mais pour les communistes, parce que ce qui nous intéresse, c'est la France, pour les résistants français, particulièrement pour les communistes, c'est j'allais dire, une bonne nouvelle, parce que la situation est claire maintenant. La situation du parti est claire. Le parti entre dans la résistance complètement, officiellement, même si ses militants, je le rappelle, y étaient déjà, pour l'essentiel. Et donc, non seulement il entre dans la résistance, mais dans la résistance armée. Et tout de suite, la décision est prise de passer à la résistance armée. Alors, tout le monde sait que le symbole de cette résistance, de cette entrée du Parti communiste dans la résistance armée, dans la lutte armée, c'est le coup de feu de Fabien à Barbès, le 21 août 1941.
Mais je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de ce coup de feu de Fabien. Pierre-Georges était un enfant de l'Est parisien et il faisait partie des bataillons de la jeunesse, il en était un des responsables. Il avait été se battre en Espagne déjà, donc il avait un certain savoir-faire. Et il lui fallait décider ses camarades à passer à l'action armée, c'est-à-dire à tuer. C'était pas évident. Peut-être même pour lui, il s'était battu en Espagne, mais de là à tuer des hommes frontalement, c'est quand même autre chose. Mais lui, il a été, comment dire, poussé. Alors, bien sûr, il l'aurait fait parce que le parti avait demandé à ce qu'on passe à l'État, mais il a été poussé en quelque sorte par un incident, par un drame plutôt, excusez-moi, qui s'est produit à partir du 13 août 40, quelques jours avant. Le 13 août 41, les bataillons de la jeunesse avaient organisé sur les grands boulevards une manifestation. Ils étaient pas très nombreux, quelques dizaines, drapeaux bleu, blanc, rouge, marseillaise, et évidemment la répression a été très dure, la police française est intervenue, tiens, j'ai coupé le micro. Voilà. Ça marche? Oui. Bon, je vais essayer de ne pas bouger. La police française, les Allemands sont intervenus et deux manifestants, Henri Gautreau et Samuel Kieselman, ont été arrêtés le 13 août, fusillés le 19 août, pour avoir participé à cette manifestation. Et le coup de feu de Fabien, c'est le 21. Et quand Fabien décide d'abattre l'adjudant Moser, il pensait avoir abattu un officier, ce n'était qu'un, je ne sais pas ce que c'est, un adjudant sous-officier, enfin un grade subalterne, mais il avait un bel uniforme blanc chamarré. Bon, ça a été la première victime officielle, il y en avait déjà eu, les attentats, mais ça a été le... Bon, quand il l'a abattu, eh bien, il est parti en courant avec ses deux camarades, Gilbert Brousselin, dont je vais reparler dans 30 secondes, et puis Fernand Zalkinov, qui sera lui-même fusillé en 1942. Et donc, quand il l'a abattu, ils sont partis tous les trois en criant « Arrêtez-le, arrêtez-le », comme s'ils couraient après l'auteur des coups de feu. Ils s'en sont sortis, et quand ils ont pu trouver un endroit calme pour s'arrêter, tout essoufflé, Fabien a dit, Pierre-Georges a dit « J'ai vengé Titi, Kieselman ». Donc, vous voyez, ce qui l'a aidé à passer, c'est aussi... alors, je n'ai pas le témoignage de Fabien, bien sûr, parce que vous savez tous qu'il est mort de façon étrange sur le front d'Alsace, en 1944, en décembre 1944, mais c'est sa fille, Monique Georges, qui témoigne et qui nous a raconté ça, pour expliquer que le choix pour un individu de passer à l'action, à une telle action armée, ça n'est pas très très facile. Et là, pour lui, bien évidemment, il était nécessaire de venger son camarade. Voilà, donc à partir de maintenant, eh bien, on passe à une autre phase de la résistance et je crois qu'on va entrer, j'allais dire presque dans le vif du sujet, mais non, on y est déjà. Vous m'excuserez un petit peu de ne pas m'attarder davantage sur ce qui se passe entre cette entrée de... Bon, bien sûr, je pourrais souligner aussi l'entrée en guerre des Américains. Tout cela, c'est bon pour le moral des résistants et pour le moral des Français, bien sûr, mais bon, j'en parle pas spécialement là. Simplement, je vais arriver par un saut peut-être un peu large à ce que tout le monde appelle le tournant de la guerre. Le tournant de la guerre, eh bien, c'est la fin 42 et c'est le début 43. Bon, bien sûr, pendant l'année 41, les mouvements se développent, les actions se développent, la répression aussi se développe. Mais ce qui se passe en 42 va commencer et de plus en plus vigoureusement faire basculer l'opinion publique. Parce que jusqu'alors, je l'ai dit tout à l'heure, les résistants étaient peu nombreux, ils étaient même... pas toujours si bien vu que cela. J'ai dit que je reviendrais sur Gilbert Brousselin, ben j'en profite maintenant. Gilbert Brousselin, qui était à Barbès, va quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, abattre à Nantes le chef de la région militaire de Nantes, un général allemand. Et vous le savez sans doute, le 22 octobre 40, c'était
c'était le 20, je crois, son attentat, le 22 octobre 41, les Allemands fusillent 48 otages à Nantes, et dont les 27 de Chateaubriand, Guy Moquet, Jean-Pierre Timbaud, par exemple. Voilà, donc les actions violentes entraînent des réactions violentes, très très violentes des Allemands, auxquelles d'ailleurs ils vont devoir renoncer plus vite que prévu, parce que ça fait basculer un peu l'opinion publique. Les Français sont révoltés de cette brutalité, de cette bestialité, et même si De Gaulle condamne un peu, pas très nettement d'ailleurs, ces attentats, en disant qu'il est contre, bien sûr, mais que si les Allemands ne veulent pas être tués, ils n'avaient qu'à pas venir. Donc c'est un peu, bon voilà, il essaie d'éviter la multiplication des attentats, il souhaite éviter la multiplication des attentats pour éviter la multiplication des prises d'otages et des fusillades, mais bon voilà. Donc je passe très vite maintenant à ce tournant de la guerre, et eh bien, le tournant de la guerre, c'est toute une série de faits que vous connaissez, mais je les situe dans le contexte. C'est d'abord le 8 novembre 1942, puisque les Américains sont en guerre maintenant depuis décembre 1941, le débarquement en Afrique du Nord, Maroc, Algérie, et en 3 jours, l'Algérie et le Maroc tombent. Bon, bien sûr, les Américains auraient souhaité s'entendre avec le régime de Vichy. Un avion avait été mis à disposition de Pétain, et Pétain a refusé de partir, ce qui fait aussi réfléchir beaucoup de gens qui pensaient encore à l'histoire du bouclier. Pétain le bouclier et De Gaulle le glaive. 8 novembre 1942, les Américains prennent pied en Afrique du Nord. Fin novembre 1942, Rommel commence à reculer devant Montgomery. Il avait pour ambition de couper la route du canal de Suez, la route des hommes pour les Anglais. Et pour cela, il s'appuyait sur la résistance égyptienne. Sadat, par exemple, se battait aux côtés des Allemands, en quelque sorte contre les Anglais. Bon, en tout cas, Rommel recule. Il va reculer régulièrement en Libye, et puis en 1943, il va même abandonner l'Africa Corps, qui sera fait prisonnière, mais lui repartir en France pour protéger, organiser la protection sur les côtes de Normandie. Voilà, donc deuxième revers des Allemands, qui est lourd de conséquences. Et puis, troisième, et alors là, c'est pas un revers, c'est une grande défaite, c'est Stalingrad, le 2 février 1943. Alors là, c'est pour tout le monde, résistant ou pas, un immense espoir. En tout cas, là, les Français, quels qu'ils soient, se disent l'issue de la guerre peut changer. Et on commence à y croire de plus en plus. Parce que, alors c'est important, parce que on sait tous que l'opinion bascule en général du côté des vainqueurs. Hein, elle suit, bon voilà, largement. Mais il y a, alors maintenant, les conséquences de ces trois grands événements que je voudrais évoquer. Alors, et puis quand même un quatrième, je l'indique parce qu'il joue un rôle important sur l'opinion publique, c'était évidemment la grande rafle du 16 et 17 juillet 1942, la rafle du Veldiv, parce que les gens qui ont vu des voisins, des amis qui étaient arrêtés, et qui voient qu'on envoie des femmes, des enfants comme ça, qu'on les embarque violemment, des vieillards, ne peuvent pas croire qu'on envoie des gens dans des camps de travail. Donc l'opinion, à partir de juillet 1942, quand même, elle commence à se poser beaucoup de questions et à basculer. Mais les trois événements que j'ai signalés vont aider évidemment à ce basculement à s'accentuer. Conséquence du débarquement en Afrique du Nord. Dès le 11 novembre 1942, Hitler, en rupture des clauses de l'armistice, envahit la zone sud. Bon, alors, évidemment, tout le monde sait que la flotte française qui aurait pu rejoindre les Alliés et leur être d'un grand secours, puisque c'était l'une des meilleures flottes du monde, de guerre du monde, se saborde. Laval avait tenté par tous les moyens, en envoyant télégramme sur télégramme à l'amiral qui commandait la flotte et qui portait un nom prédestiné, l'amiral Laborde. Il lui avait envoyé télégramme sur télégramme pour lui demander de préserver la flotte, sachant très bien que s'il la préservait, il tombait aux mains des Allemands. Quelques navires partiront, mais pour l'essentiel, la flotte sera coulée et elle échappera aux Allemands, mais elle échappera aussi aux Alliés. Donc, autant tous ces événements, la presse résistante en fait part, bien sûr, tous ces événements jouent pour faire travailler un petit peu les esprits.
Deuxième conséquence, alors là je crois qu'elle est très importante, c'est que l'occupation de la zone sud jette, il y avait des mouvements en zone sud, mais ils étaient dans une situation un peu délicate. Par exemple, Combat, le chef de Combat, Henri Freinet, avait eu des contacts physiques et intellectuels, enfin précis, avec Puchot, ministre de l'Intérieur de Pétain. Voilà, il a fait libérer des gens de son mouvement en allant voir directement le ministre de l'Intérieur. Bon, c'était pas toujours très facile de résister, parce que évidemment, résister, on est libre, on est en zone libre. Il faut tenir compte de cela, mais maintenant, il n'y a plus de zone libre. Donc, pour les résistants, les choses sont plus claires, et l'opinion va commencer à devenir aussi plus favorable. Et puis, la lutte armée, elle va se développer aussi en zone sud. Et notamment, là, je voudrais évoquer, rendre hommage à tous ces... on sait que la résistance, la lutte armée urbaine a été quand même essentiellement menée par les communistes, par les FTP. Ils ont été le fer de lance de la résistance armée urbaine. Mais le fer de lance du fer de lance, ça a été, Madame Borzakian, on ne dirait pas le contraire, ça a été les FTP-MOI. Et l'occupation de la zone sud va voir naître des groupes de FTP-MOI particulièrement actifs à Lyon, à Grenoble, à Toulouse, à Marseille un peu, mais à Lyon et Grenoble, c'est vraiment une guérilla qui est menée quasiment quotidiennement par les groupes Carmagnole et Liberté. Et puis, dans la région de Toulouse, à Toulouse et dans les environs, parce qu'il n'y a pas qu'à Toulouse, le groupe de la 35e brigade, la compagnie Marcel Langer, va être très active. D'ailleurs même, jugée trop active par les cadres du Parti communiste à un moment donné. Parce que, les actions ne sont pas toujours, coordonnées. Elles sont largement réalisées dans la spontanéité. Mais en tout cas, les destructions d'avions qui sont en réparation à Toulouse, les destructions de locomotives, les destructions de voies ferrées, les destructions de pylônes électriques et les exécutions, c'est un membre de Carmagnole, Claude Urmand, qui abat le premier chef de la milice à Grenoble lors d'un congrès de la milice. Et donc, les miliciens, les collaborateurs, les Allemands sont évidemment victimes de plus en plus souvent des actions de ces résistants qui agissent sans, j'allais dire sans repos. Alors à Paris, on aura le futur groupe Manouchian, il y a Olban, etc. Mais dans la zone sud, c'est vrai que ces groupes ne pouvaient pas agir avant puisque la zone sud n'était pas occupée. Bon, voilà. Et donc, on a une résistance qui se développe évidemment beaucoup. Mais, alors, bien sûr, je reviens quand même sur les conséquences de Stalingrad, parce que elles sont sensibles dans l'esprit des gens, ces conséquences. L'Allemagne peut perdre la guerre, les Alliés peuvent la gagner. Mais il y a une conséquence directe qui va toucher quasiment toutes les familles françaises, quoi qu'elles pensent. C'est que, puisque les Allemands ont perdu beaucoup d'hommes et en perdent beaucoup en Russie, eh bien, ils vont racler les fonds de tiroir, faire venir sur le front des jeunes ou des vieux, des très jeunes ou des très vieux, et donc il manque de main-d'œuvre. Alors effectivement, ils font travailler les prisonniers politiques, ils font travailler les prisonniers dans les camps, des camps de concentration, bien évidemment, les prisonniers de guerre. Ils font, il y avait eu la relève qui n'avait pas très bien marché en France, mais maintenant, eh bien, ils obtiennent de l'aval le STO, le service du travail obligatoire, qui va quand même envoyer en Allemagne 600 000 personnes, 600 000 hommes travailler dans les usines pour l'effort de guerre. Alors, ceux qui partent ne sont pas forcément ravis de partir, bien sûr. Ils ne sont pas forcément très heureux. Ceux qui sont partis, qui peuvent revenir, reviennent quand ils ont les permissions. Après, les permissions seront supprimées. Mais 200 000 jeunes
en gros, hein, parce que les chiffres difficiles, mais environ 200 000 jeunes vont, eux, dire non, on ne part pas. Alors ils vont se cacher, quelquefois dans la cave, quelquefois dans le grenier, j'en ai connu, et d'autres vont se cacher dans les montagnes, dans les bois, et vont rejoindre les maquis qui avaient commencé, eux aussi, à mener des actions et à se structurer, s'organiser. Donc, conséquence toujours de ce tournant de la guerre, notamment de Stalingrad, là, en l'occurrence, c'est que la résistance devient une résistance massive, devient un mouvement de masse. Hein, parce que tellement de masse que les responsables de maquis ont du mal à absorber cette flopée de volontaires, cette quantité de volontaires qui arrivent. Il faut les nourrir, il faut les loger, évidemment, pas toujours très bien, mais il faut les accueillir, les entraîner, les armer, et c'est pas toujours très très facile. Donc voilà. Pratiquement toutes les familles sont touchées par... alors les familles étaient déjà touchées parce qu'il y a beaucoup de prisonniers, 1 400 000, mais maintenant pratiquement toutes les familles sont touchées parce qu'il y a un fils, parce qui doit partir au SPO, ou qui se cache, ou parce que c'est un cousin, ou enfin bref, là, la population française bascule vraiment aux côtés de la résistance. Hein. Et d'ailleurs, cette masse de maquisards, notamment, n'aurait pas pu survivre s'il n'y avait pas eu la solidarité qui s'est exercée à ce moment-là. Voilà pour ce tournant de la guerre et ses conséquences. Je crois qu'on a ici déjà pas mal de choses. Alors je vais redonner la parole à Jacqueline, qui va nous montrer à travers d'abord le texte, c'est Henri Carayan d'abord, hein, de Henri Carayan, qui était membre du groupe Manouchian. Donc Manouchian devient responsable de ce groupe de juillet 43 jusqu'à l'arrestation fin 43, et Henri Carayan était avec son camarade Arsène Tchakarian, l'un des 2 derniers survivants du groupe. Il avait un témoignage qui était précieux, et celui-ci va qui est très sérieux, va en même temps nous permettre de souffler un petit peu, vous allez voir. La grenade dégoupillée. La résistance armée avait signalé à Manouchian qu'il y avait des troupes qui allaient faire leur travail dans les ambassades. Ces troupes, on devait les attaquer à la grenade durant leur transport. Ce jour-là, c'était Arsène Davidjian qui devait jeter la grenade. Et moi, j'étais à la défense, sous le commandement d'Arsène Tchakarian. Il y avait aussi Joseph Bossé-Kérian qui, à 200 mètres de moi, devait remonter le col du manteau pour indiquer que c'était le bon camion qui arrivait avec les Allemands à l'intérieur. Quand il a vu le signal, Davidjian a fait semblant de traverser la rue pour faire ralentir le camion. Le camion s'est arrêté. Le problème, c'est que juste à ce moment-là, 2 inspecteurs de police français sont arrivés et nous ont demandé nos papiers. J'ai dit, nous sommes de la résistance. Ils ont insisté. J'avais une grenade dans ma poche et je l'ai dégoupillée pour bien leur faire voir que j'étais décidée à la faire sauter. Ils ont dit, arrêtez monsieur, non, non, non. Je leur ai dit, partez tout de suite, parce que nous avons un travail à accomplir. Ils se sont mis à courir et ils étaient déjà à plus de 100 mètres quand Davidjian a lancé sa grenade sur le camion. Moi, je devais le protéger. Mais voilà, c'est que j'avais la grenade dégoupillée à la main. C'était un vrai problème. Alors, quand Davidjian a fait son travail, ça a explosé. Il s'est mis à courir. Et moi, je l'ai suivi sur mon vélo, une main sur le guidon et la grenade dégoupillée dans l'autre. Heureusement, il y avait un autre camarade et il a trouvé un clou avec lequel on a pu regoupiller la grenade. Ah, c'est comme ça qu'on s'en est tiré. Alors Guédiguian, dans son film, l'armée du crime reprend l'épisode, mais en le transformant un petit peu, puisque c'est l'épingle des cheveux de Méliné qui sert à regoupiller la grenade, mais Carayan était sur place et Carayan a raconté l'histoire à Guédiguian, bien sûr, qu'il l'avait un peu romancé. Mais je voudrais dire que, bon, bien sûr, puisque j'ai parlé des maquis, l'action des maquis, alors ça c'est la résistance armée urbaine, mais l'action des maquis était aussi importante, particulièrement, je n'ai pas le temps de détailler, parce qu'avant le débarquement, bien souvent les maquis
sont dans une situation forcée d'attendre parce que leur objectif et leur rôle, ce sera de mener la guérilla intensive à partir du débarquement pour permettre la réussite de celui-ci. Mais donc le témoignage que nous allons vous donner, que Jacqueline va vous lire, c'est celui de René Omnes, qui était un jeune résistant de 19 ans, qui avait formé dans la Haute-Saône un maquis qui rassemblait, ce qui est rare parce que le maquis était en général de petite taille, de 150 hommes. Il avait 50 voitures à sa disposition et il menait des actions quasiment quotidiennes d'une façon tout à fait extraordinaire. Bon, je signale entre parenthèses que c'est le seul résistant qui soit devenu général. Mais s'il est devenu général, pardon, je crois que quelqu'un... Mais s'il est devenu général, c'est parce qu'il a fait, après la guerre, il a fait Saint-Cyr. Avant la guerre, il était tout simplement instituteur. Les maquis. Mon maquis n'était ni communiste ni gaulliste. C'était un maquis français. On avait monté une embuscade entre Beauvilliers et Demangeville, dans la Haute-Saône. Et on voit arriver de belles voitures d'état-major et des motards. J'ai déclenché le tir et tout ça a été cloué sur place. Je me suis précipité. Il y avait un général assis sur le marchepied de la Mercedes, bien amoché par ma mitrailleuse 1143. Avant de mourir, il m'a demandé « Pourquoi tu fais ça, mon fils ?» dans un français impeccable. Je crois que j'ai répondu « C'est pour la France, un truc comme ça. » Puis je me suis dit « Il avait peut-être un fils à la guerre de l'autre côté. » Quand il a vu ce jeune qui osait attaquer, foutre en l'air un état-major, il y avait de l'étonnement dans ses yeux bleus. « Pourquoi as-tu fait ça, mon fils ?» Ça a été un coup formidable. On avait les plans de défense de la vallée de la Moselle et de la Saône, l'emplacement de toutes les unités qui se repliaient. Tout ça a été transmis à Londres, tous les codes secrets. Oui, alors là, c'est une belle opération. Hein. Omnes, en plaisantant, je l'avais surnommé le lanceur de locomotives, parce qu'il avait fait un nombre invraisemblable de déraillements, et il avait pris comme spécialité de voler des locomotives et de les lancer sur des rails, évidemment, qui étaient trafiqués à toute allure, pour bloquer longtemps, surtout dans des tunnels, pour bloquer longtemps les transports destination du front. Et donc, c'est vraiment un personnage assez extraordinaire. Voilà. Et la 1143 dont il parle, il l'avait volé sur un avion allemand. Voilà. Je voudrais simplement dire, avant qu'on passe à la phase, peut-être qu'on attend tous, hein, l'unification de la résistance, parce que quand même, c'était l'objectif. Je voudrais dire que, pour répondre à une question qui m'avait été posée par Martine Lascar quand on a préparé cette rencontre, qu'attendaient les résistants? Alors, ils attendaient tous, bien sûr, la libération, le départ des Allemands, l'écrasement des Allemands et un autre régime, et des libertés, le rétablissement des libertés et la fin de la terreur. Mais je voudrais quand même bien préciser que des gens comme Omnes, des gens comme Karajan, comme vous, Madame Borzakian, je crois que la préoccupation essentielle, c'était de survivre, de vivre jusqu'à demain, savoir si demain on serait encore en vie, plus que qu'est-ce qu'on aura après, quel type de régime on aura après. Parce que qu'est-ce qu'on va manger demain aussi, parce que c'est pas toujours facile pour les clandestins. Et donc, c'est des préoccupations qui sont évidemment très, très terre à terre. On va voir tout à l'heure qu'à côté de cela, il y a des gens qui ont déjà des préoccupations politiques. Ce sont les résistants qui vont faire la résistance politique, dont je n'ai pas encore parlé, je vais en parler dans quelques instants. Mais avant, je voudrais évoquer le cas de Charles Guenard. Charles Guenard, qui était l'un des chefs des groupes francs FFI de l'Île-de-France, et qui, en juillet 1944, va descendre, vous m'excuserez de la familiarité, Philippe Henriot. Et ça, c'est un acte... Je choisis le cas de Charles Guenard pour montrer qu'il n'y a pas que, bien sûr, les FTP, les FTP-MOI, il n'y a pas que les maquis, il y a une résistance armée urbaine qui se développe aussi dans d'autres cadres. Et donc là, c'était un responsable FFI qui avait travaillé beaucoup dans le Sud, aux côtés de Serge Ravanel,
compagnon de la Libération. Et Charles Gonard va vous raconter comment il a débarrassé la France de Philippe Henriot, qui était le responsable de la propagande de Vichy. L'exécution de Philippe Henriot. Philippe Henriot est un des pires journalistes collaborationnistes qui sévissait sur la radio nationale au service de l'occupant. Mais c'était un grand orateur, capable d'influencer les gens par ses discours haineux. Il fallait le mettre hors d'état de nuire. Nous avons appris par son concierge qu'il venait à Paris. C'était à côté de l'ambassade d'Allemagne, devant une caserne de la milice. Le 28 juin 1944, nous sommes arrivés à 5 h du matin. On a désarmé les agents qui montaient la garde. Je n'avais pas du tout l'intention de supprimer Henriot, mais de l'enlever, le faire prisonnier et, si possible, de le faire transférer à Londres. Mais ça a raté, parce que quand je lui ai parlé, sa femme a hurlé tellement fort que le garçon qui était à côté de moi n'a pas entendu ce qu'il disait, et il a battu Philippe Henriot. Quand on a vu qu'il ne pourrait pas survivre, nous lui avons donné le coup de grâce. Et cette action, considérée comme un succès, a été en fait un échec, puisque Henriot ne devait pas être supprimé. Maurice Schumann a approuvé l'exécution à Radio Londres, même si j'ai senti chez lui une certaine réticence. Il aurait préféré un enlèvement à une exécution. Oui, alors j'ai triché un peu avec la chronologie, hein, vous avez vu, mais bon, c'était pour montrer qu'on ne peut pas revenir sans arrêt en arrière, donc là j'étais un peu en avant. Donc pour montrer aussi qu'il y avait cette résistance armée FFI et ces attentats, ces exécutions. Il y en a eu bien d'autres, hein, bien sûr, je passe sur tout cela. Je voudrais juste dire que l'hôtel particulier qu'occupait Philippe Henriot a été jusqu'à ces derniers mois le siège du Parti Socialiste Français, mais il n'y a rien de... Voilà, c'est le hasard. Voilà. C'est le hasard amusant de l'histoire, disons. J'en viens maintenant à l'essentiel. L'essentiel pour beaucoup de résistants, l'essentiel pour les Français, et surtout pour ceux qui auront survécu à la guerre, parce que je vais parler maintenant de l'unification de la résistance. Alors il y a eu, bien sûr, il y avait déjà des prémices d'unification de résistance, puisque dès le début de 1943, les trois grands mouvements de zone sud, Libération Sud, d'Astier la Vigerie, Jean-Pierre Lévy, franc-tireur, et le mouvement combat de Freinet, avaient créé les mouvements unis de résistance. Donc ils avaient commencé à avoir une structure commune, tout en gardant des libertés. Et ils avaient mis également en commun leur groupe franc, leur groupe armé. Et Serge Ravanel, qui commandera l'insurrection de Toulouse en août 1944, était le chef national des groupes francs des Murs. Et donc j'en parle parce que j'aime beaucoup le personnage, et puis je vais revenir un tout petit peu sur lui tout à l'heure. Mais avant quand même, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière, mais avant de parler de l'unification, je crois qu'il faut vraiment dire aussi que là, la résistance se développe, elle devient un mouvement de masse. Alors évidemment, la répression se développe. Plus la résistance est active, plus la répression est active. Plus la résistance est massive, plus la répression est massive. Et donc, les déportations vont se multiplier. Je ne vais pas en parler trop longtemps, mais quand même, je voudrais juste dire que dans les camps ou dans les prisons, la résistance continue. Pour ceux qui se battent, eh bien, le combat ne s'arrête pas. Et je pourrais évoquer Henri Krasuki et ses compagnons, Samuel Radzinski, Roger Trunian, pardon, qui arrivés à Auschwitz, eh bien, vont résister à Auschwitz, faire partie de l'organisation. Alors eux, ils sont arrêtés comme après la traque qui tournait autour de Krasuki depuis un certain temps, ils sont arrêtés comme communistes, mais ils sont juifs, donc envoyés à Auschwitz. Et ils continuent là-bas à se battre. Alors se battre, c'est par exemple donner une soupe à un camarade qui est agonisant,
Se battre, c'est surtout aussi, d'abord, rester un homme, rester digne. Et digne, ça commence par des choses simples. Ne jamais parler de nourriture, alors que tout le monde en parle, parce que forcément. Ne jamais se laver tous les jours, sans savon, souvent sans eau. Alors, il faut retourner sa veste, se frotter pour se décrasser. C'est ça, déjà, résister. C'est pas grand-chose, c'est de temps en temps siffler un air de musique, comme le faisait Krasuki et ses camarades, discrètement, ou c'est refuser refuser la norme imposée par les Allemands pour les 8 heures passées au fond de la mine de Javichowicz. Roger Trunian disait « Moi, je ne faisais pas la norme ». Alors, comme il ne faisait pas la norme, il restait 8 heures de plus. C'est-à-dire qu'il passait 16 heures au fond de la mine. Et au bout de 3 mois, il aurait dû être mort, hein, comme beaucoup de ses camarades, mais comme il a survécu, et ça c'est extraordinaire, quand les mineurs, quand les prisonniers descendaient à la mine, il y avait un rang de SS en haut, un rang de SS en bas. Et en haut et en bas, on leur tapait dessus avec des bâtons. Et de même, quand ils remontaient, en bas et en haut, on leur tapait dessus avec des bâtons. Mais au bout de 3 mois de ce régime de Trunian, de résistance de Trunian, on ne le battait plus. Parce que là, il imposait le respect même aux SS. Bon, un autre exemple, mais je ne vais pas trop m'attarder, parce qu'on va parler longtemps. Lise London, arrêtée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en août 1942, après l'affaire de la rue Laguerre, arrive à Ravensbrück, avec évidemment ses camarades résistantes communistes. Et elle décide, mais on ne va pas travailler pour les Allemands, on est des combattantes. Donc Lise, avec 2 ou 3 de ses camarades, demande une entrevue au directeur du camp de Ravensbrück. Il faut le faire, déjà. Et elle lui dit, nous sommes des politiques, nous sommes des combattantes, nous ne travaillerons pas, nous ne devons pas travailler, la Convention de Genève nous protège, nous ne devons pas travailler, nous ne travaillerons pas pour vous. Le directeur du camp lui demande de se retourner, et là elle se retrouve nez à nez avec 2 SS qui ont les mitraillettes braquées sur elle et sur ses camarades. Bon, elle a compris, elle rentre avec sa délégation près de ses camarades et elle dit « On ne peut pas refuser de travailler, on sera exécuté tout de suite, mais on va travailler le plus lentement possible. » Et donc, ils font des uniformes, alors il y a des boutons qui lâchent de temps en temps, et puis on travaille le plus lentement que l'on peut. C'est un moyen de résister. Je pense à Bernard Sidobre, qui arrive, lui, à FTP aussi, qui arrive à Sachsenhausen, qui était le camp des SS, enfin je veux dire, la quartier général des SS était là, et qui a eu le triste privilège de voir Himmler plusieurs fois, de voir Hitler même passer, pour se rendre compte de l'état dans lequel étaient ces malheureux déportés, et qui, lorsqu'il arrive le premier jour à son établi, faisait des pièces pour l'aviation, a dû travailler toute la journée avec un pendu au-dessus de son établi. Et sur la poitrine du pendu, il y avait « J'ai saboté ». Eh bien, Sidobre, mon copain Sidobre, il a saboté aussi, discrètement, mais il a saboté, voilà. Et puis, je termine juste parce que ça, c'est un épisode assez extraordinaire de la résistance, non pas dans les camps, mais dans les prisons. Peut-être avez-vous entendu parler de la prison de Hesse, dans le Lot-et-Garonne, à côté de Villeneuve-sur-Lot. C'est une prison de campagne. Donc, les prisonniers beaucoup de prisonniers politiques, notamment communistes, enfin, résistants, avaient été envoyés là parce qu'on se disait qu'ils étaient isolés, un peu perdus. Mais il y avait une résistance dans le coin quand même. Et ces prisonniers, ils étaient 1200. Ils ont décidé de s'évader, tous ensemble. Tous ensemble. Et c'est Ravanel qui avait été chargé de préparer l'évasion. Il devait rassembler des camions. Il avait prévu les camions, des vêtements civils pour 1200 personnes, des papiers, des caches, parce qu'on ne peut pas cacher 1200 personnes comme ça ensemble. Il faut les répartir. Tout avait été prévu et il était allé avec un de ses adjoints qui s'appelait Joly. Il était allé observer la prison de Hesse pour voir comment les choses pouvaient se mettre en place, comment les résistants qui devaient attaquer la prison pouvaient se mettre en place, tandis que les résistants internés attaqueraient la prison de l'intérieur, attaqueraient les gardiens de l'intérieur. Ils avaient des armes, il y avait quelques gardiens complices, ils avaient des armes, et donc il devait y avoir conjonction de l'attaque extérieure et de l'attaque intérieure. Et puis Ravanel est reparti, puisqu'il avait de lourdes responsabilités, en laissant son adjoint Joly sur place. Et Joly,
quand il a appris que c'était des communistes qui devaient s'évader, a complètement abandonné l'opération. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné les ordres aux maquisards qui devaient attaquer la prison, aux camions qui devaient venir. Bref, les prisonniers se sont trouvés démunis et se sont trouvés seuls. Désespérés en janvier 1944, l'évasion devait se faire en décembre 1945, 1943, désespérés, ils ont décidé d'attaquer eux-mêmes la prison de l'intérieur avec leurs faibles moyens. Ils se sont battus pendant 3 jours, et quand les Allemands sont venus avec des canons, ils se sont rendus, bien sûr. On leur avait promis la vie sauve, 12 d'entre eux ont été fusillés, 1200 tous les autres ont été déportés à Dachau, et 400 seulement sont revenus. Mais c'est un acte de résistance extraordinaire que celui de la prison de Hesse. Et si j'avais le temps, je vous parlerai aussi de ce que les prisonniers avaient fait avant pour maintenir le moral, pour Charpak était là-bas, par exemple, il faisait des conférences, ils avaient une vie intellectuelle, une vie culturelle dans cette prison de Vichy quand même. Bien, donc je vais revenir quand même à l'unification. Alors cette unification de la résistance, je vais essayer d'aller un peu vite parce que j'ai aucune idée de l'heure. Voilà. Bon, cette unification va se faire. Il y avait l'école, enfin la volonté de Pierre Brossolette d'unifier tous les mouvements de résistance. Il avait commencé, mais il y avait surtout la voie choisie par De Gaulle et Jean Moulin qui consistait à unifier tous les mouvements de résistance, mais unifier aussi, rassembler aussi les partis de la Troisième République qui n'étaient pas collaborateurs, bien sûr, et de rassembler aussi les forces vives du pays. Donc c'est cette voie-là qui va être élaborée grâce à Moulin, et je dirais aussi grâce à ses 2 adjoints qui étaient avec lui au cabinet de Pierre Cotte sous le Front Populaire, Pierre Meunier et Robert Chambéron. Et donc, parce que Moulin a pris beaucoup de contacts, il avait un pouvoir de persuasion extraordinaire, mais il ne peut pas tout faire seul. Donc les 3 camarades très proches, qui étaient des amis, ont travaillé de concert pour mettre en place, pour obtenir que les uns et les autres acceptent de s'entendre. Moi je ne viens pas s'il y a un tel, moi je veux ceci, mais moi je ne veux pas, etc. C'est difficile, ça a été très très difficile. Mais le 27 mai 1943, eh bien, 8 mouvements de résistance se rassemblent. Si vous voulez, je les citerai, mais c'est peut-être pas nécessaire parce que ça nous fait perdre du temps. Il n'y a pas Défense de la France, hein. On n'a pas pu faire un accord avec Défense de la France, mais c'est les 3 mouvements au-dessus, c'est le Front National, c'est ceux de la Libération, ceux de la Résistance, et l'OMC, qui était une organisation de résistance militaire effective à partir de 1943, après la dissolution de l'armée de l'armistice. Je ne sais pas si je les ai tous cités, mais je crois. Non, Libération Nord, pardon, de Christian Pinault, j'avais oublié. Et puis 6 partis politiques, alors le Parti communiste, la SFIO, les radicaux le Parti radical, les démocrates chrétiens de Georges Bidault, et puis 2 petits partis de droite, l'Alliance démocratique et la Fédération républicaine, qui sont des partis de droite conservateurs, la Fédération républicaine très conservateur même, mais qui ne sont pas collaborateurs. Donc on va leur donner, comme le dira tout à l'heure quelqu'un, une reconnaissance de résistants qu'ils n'avaient pas vraiment. Enfin bon, peu importe. Ils sont là. Et s'ils sont là, c'est important parce que De Gaulle savait bien que les forces politiques, ces forces politiques traditionnelles, elles étaient là avant la guerre et qu'elles seraient là après la guerre, forcément. Donc il ne fallait pas les tenir à l'écart pour cela. Et puis, j'ajoute quand même, et ça c'est important parce que c'est unique dans notre histoire, les forces sociales avec la CGT de Saillant, avec la CFTC de Texier. Voilà, on a les forces combattantes, les mouvements de résistance principaux. On a, pas principaux, mais la plus importante partie des mouvements de résistance. On a les forces politiques du pays et on a les forces du travail, le monde du travail. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça donne à De Gaulle une légitimité, bien sûr, très supérieure à celle que Pétain pouvait avoir, même s'il était venu légalement au pouvoir. Donc, De Gaulle acquiert la stature d'un homme d'État
grâce à cette constitution du CNR de cette façon-là. Et pour la suite, évidemment, ce sera très très important. Et il acquiert donc le statut de chef d'État d'un pays qui se bat. Et donc la France, grâce à ce CNR, qui est un exemple unique d'unification de la résistance en Europe, unique, il n'y en a pas d'autre, eh bien la France, grâce à ça, va être reconnue comme un pays allié, combattant, et non pas comme un pays vaincu ou collaborateur. Hein. Donc ça, c'est très très important pour la suite, évidemment. Et donc, alors, ce Conseil national de la résistance va mettre en place un... Alors, vous savez que Jean Moulin est arrêté 3 semaines après, hein, le 27 mai 1943. Première réunion a lieu au 28 Four, et 3 semaines après, Jean Moulin est arrêté. Mais le CNR va continuer à travailler. La seule réunion plénière, sauf pendant la libération, mais la seule réunion plénière aura lieu, ce sera celle du 27 mai, hein, parce que réunir 16 dirigeants politiques, dont beaucoup sont très recherchés. Il y a quand même les 3 communistes, hein, Villon, Mercier et Saillant, qui sont très activement recherchés, puis il y a les autres. Réunir 16 personnes comme ça, ce serait suicidaire. Donc le CNR fonctionnera par petits groupes. Et les petits groupes seront, mis en contact. Les discussions de tel petit groupe seront rapportées à tel autre petit groupe et discutées grâce, eh bien, à Chambéron et à Pierre Meunier, toujours, qui sont là et qui vont permettre au CNR de continuer à vivre et à travailler et à aboutir à ce fameux programme du Conseil national de la résistance. Alors, toujours pour répondre à la question qu'on m'avait posée en préparant, voilà, ici on a des hommes qui pensent à ce qu'on va faire après. Bien sûr, ils sont là pour ça, ce sont des politiques. Et donc, ils vont mettre en place ce programme. Est-ce que j'en parle du programme? Ce serait peut-être embêtant de ne pas en parler, mais j'ai peur d'être trop long. Bon, alors je vais essayer de le faire rapidement. Il y a 2 grandes parties dans le programme. La première partie qui évoque les moyens, la nécessité et les moyens de mener le pays à la victoire. N'oublie pas, Jacqueline. De mener le pays à la victoire. C'est évidemment dans le contexte essentiel, mais aujourd'hui c'est complètement obsolète. Le reste, on y est attaché, c'est le deuxième volet du programme de la résistance, deuxième partie, qui est composée de 3 principales parties, enfin qui a de 3 objectifs, de 3 types de réalisation, enfin de projets en tout cas. D'abord, le plan politique, hein, recréer une démocratie, une république. Une démocratie, ça veut dire le suffrage universel. Alors évidemment, je sais que bon, c'est pas le vrai suffrage universel, puisque les femmes n'obtiennent pas, l'obtiendront en avril 1944, le droit de vote. De Gaulle signerait une ordonnance à ce moment-là. Mais le CNR ne parle pas du droit de vote aux femmes. Pourquoi? Parce que le CNR avait décidé qu'on ne votait pas. Il n'y aura pas une majorité et une minorité au CNR parce qu'on a peur que ça divise. Et donc, au CNR, on n'accepte les décisions que si elles sont prises à l'unanimité, s'il n'y a pas un seul opposant. Donc, il y avait des opposants, notamment les radicaux ne voulaient pas que les femmes votent parce qu'ils pensaient que les femmes voteraient à droite. Bon, et donc, là-dessus, il n'y avait pas de consensus. Donc, on n'en parle pas. Les colonies, il n'y avait pas de consensus. Donc, on n'en a pas parlé non plus. Il y a des oublis. Il y a des belles choses quand même. Et donc, une démocratie, ça c'est rétablissement du droit d'association, du droit syndical, enfin des tas de choses comme ça qui sont qui sont fondamentales, bien sûr. Et le deuxième volet, c'est le volet économique. Alors, bon, je passe vite, hein, mais c'est la planification, qui a quand même un caractère très, très soviétique, d'une certaine façon pour certains, mais ça passe. Parce qu'il y a quand même 3 communistes au CNR, et puis il y a quand même un pays armé derrière. Il y a un pays qui est peut-être capable de faire sa révolution. Bon, donc, les partis de droite, curieusement, ne vont pas s'opposer vigoureusement. Ils vont accepter en disant, bah oui, il faut bien y passer, hein, il faut bien tout ça. Et donc, la planification, donc ça c'est essentiel, et De Gaulle, ça ne lui déplaît pas. Les nationalisations, alors tout ce qui est fondamental, l'énergie, bien sûr, EDF, GDF, pétrole, bon, charbonnage de France, c'est les transports, hein, alors c'est la compagnie générale, la SNCF était déjà
la Compagnie Générale Transatlantique, Air France, etc. Des tas de choses qui semblent aujourd'hui lointaines. Hein. Et puis les municipalisations des régies, enfin les régies municipales pour les transports locaux, enfin tout ce qui est stratégique doit être sous contrôle public. Alors, évidemment, c'est la notion aussi de service public qui se développe à travers tout ça. Je n'oubliais pas, mais je n'ai pas encore cité les grandes nationalisations. Alors les associations sanctions, j'en parle pas, mais les grandes nationalisations, notamment les assurances et les banques, parce que si on veut mener une politique active et avoir les moyens de sa politique, il faut de l'argent. Et où est-ce qu'on trouve l'argent? Dans les banques. Et donc, avoir les moyens de sa politique, c'était considéré comme quelque chose d'essentiel, y compris par De Gaulle, bien évidemment. J'ai dû oublier plein de choses, mais j'aborde le troisième volet, vous me rappellerez si j'oublie. Le troisième volet, c'est le volet social, avec évidemment la plus grande réforme qu'on ait jamais vue chez nous. C'est, je ne peux pas, j'ai des trémolos en parlant, c'est la sécurité sociale, parce que, bon, celle-ci, elle est sécurité. La sécurité, c'est une des revendications des gens, bien sûr. Sécurité sociale, qui fonctionne sur un principe quand même très socialiste. On pourrait presque dire sécurité socialiste, parce que chacun donne selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins. Il n'y a rien de plus beau. Hein, bon. Et donc, la sécurité sociale, c'est les retraites dignes pour les vieux travailleurs. Voilà, on en parle souvent entre nous, c'est des salaires décents pour les travailleurs aussi, parce qu'ils ont le droit d'avoir cette dignité, les travailleurs. Et c'est, bon, qu'est-ce que j'oublie, les conventions, alors, pas tout de suite, hein, bien sûr, parce que ça demandera du temps, c'est le statut des fonctionnaires, il sera mis en place en 1947 par... dans le ministère Thorez, dont le chef de cabinet était on retrouve toujours les mêmes, hein, finalement. C'était Pierre Meunier, le second du CNR. Pierre Meunier était le secrétaire général adjoint du CNR et Robert Chambéran était le secrétaire général adjoint du CNR, même si ces titres-là leur ont été contestés depuis, il n'y a pas si longtemps de ça. Mais bon, c'était comme ça. Ils étaient là. Et le statut des fonctionnaires, c'est Pierre Meunier qui l'a mis en place en 1947. Les conventions collectives, le principe étant acquis, elles se mettront en place dans les années 50. Bon, il y a évidemment le droit à l'éducation gratuite pour tous, y compris à l'université, pour que les élites ne soient plus les élites d'avant, mais puissent être les élites populaires. La presse, qui est subventionnée, bon, puis il y a aussi tout un volet culturel, hein, je ne m'y attache pas, je suis désolé, mais la presse, qui est subventionnée pour qu'elle soit indépendante des milieux d'affaires. J'ai dû oublier beaucoup de choses parce qu'il est tellement riche ce programme, et je crois que j'ai peut-être survolé l'essentiel. Alors, si j'ai encore 5 minutes, je vais donner la parole d'ailleurs d'abord à Jacqueline, puis après je ferai une ou deux petites remarques supplémentaires avant d'aborder la libération. Tu me dis, hein, si... Ça va ? Vas-y, Jacqueline va vous donner, excusez-moi, c'est ma faute parce que je discute avec mon copain, mais elle va vous donner le point de vue de 3 personnes assez intéressantes. Serge Ravanel, Raymond Aubrac et puis Robert Chambéran sur le CNR. Donc, vu de l'intérieur. Donc, Raymond Aubrac. Malgré la répression, malgré toutes les polices, il y a un vrai gouvernement clandestin à Paris. C'est ça aussi une chose qu'on n'explique pas toujours. Il y a des centaines de gens qui travaillent à Paris dans ce gouvernement clandestin, à la barbe de la Gestapo, à la barbe des Allemands. Il y a 2 groupes importants. Le Conseil national de la résistance, qui ne se réunit jamais. C'est beaucoup trop dangereux de réunir une vingtaine de militants de premier rang. Il se réunit une fois dans la clandestinité, et puis ensuite il a travaillé avec des comités, avec des agents de liaison, généralement des jeunes filles qui transportaient les papiers de l'un à l'autre. Ils ont mis 10 mois à rédiger leur programme. C'est le groupe du Conseil national de la résistance. Et puis, il y a un autre groupe, c'est la délégation à Paris du gouvernement provisoire de la République, c'est-à-dire du gouvernement de De Gaulle, dirigé par le délégué. À l'origine, quand ça s'est mis en place, Jean Moulin présidait les 2 groupes. Il était en même temps le délégué du général de Gaulle
et le président du Conseil national de la résistance. Et puis après l'arrestation du 21 juin, il y a eu deux responsables. Le responsable du Conseil national, le président du CNR, c'était un homme qui s'appelait Georges Bidault, agrégé d'histoire. Et puis, le délégué du général de Gaulle, c'était un conseiller d'État qui s'appelait Alexandre Parodi. Et tout ça représentait plusieurs centaines de personnes qui risquaient leur peau. Il y avait un véritable gouvernement clandestin. Il y avait des radios qui correspondaient avec Alger, des radios qui correspondaient avec Londres. Il y avait des agents qui circulaient, qui partaient en Angleterre, qui partaient en Algérie, avec des opérations aériennes clandestines. En 43-44, c'était une machine complexe. Je regarde Ravanel maintenant. Jean Moulin a œuvré pour constituer le Conseil national de la résistance. Et ça a marché. Ça a marché dans le contexte d'une diversité extraordinaire. Le Conseil national de la résistance comprend 16 membres. 8 représentent la résistance intérieure. Les mouvements, pas les réseaux. Les mouvements, c'est-à-dire les hommes qui agissent sur l'opinion, qui s'organisent, qui font une trame, une toile d'araignée sur l'ensemble du pays. Il y en a 6 qui représentent des partis politiques. Et les 2 derniers représentent les syndicats. Autrement dit, vous avez dans ce Conseil national des représentants de l'opinion publique extraordinairement divers. Moi-même, j'étais opposée à l'entrée des partis politiques. Opposée, parce que nous pensions que la résistance pouvait parfaitement être le grand mouvement d'opinion publique de l'après-libération. Mais De Gaulle nous a imposé la présence des partis politiques. Alors, parmi les partis politiques, vous en aviez qui avaient une action réelle. Et il y avait les communistes, et puis les socialistes aussi, qui sont rentrés plus tard, mais sont rentrés quand même. Donc, il y avait quand même des partis politiques qui étaient nettement résistants. Les autres, c'était beaucoup plus superficiel. Autrement dit, on a fait rentrer dans le CNR des partis politiques auxquels on a donné de cette façon-là un titre officiel de résistant qu'ils ne méritaient pas. Mais enfin, c'est l'histoire. C'est comme ça que les choses se sont faites. Ce qui a été très important, c'est que cette unité a été difficile, mais qu'elle s'est faite. Nous sommes le seul cas existant dans toutes les résistances, je dirais même connu ou inconnu. Nous sommes le seul cas d'une unité de gens qui travaillent ensemble. Et ça, c'est fantastique. Je dois dire que j'ai été émerveillée à l'époque. Je me souviens combien j'étais émerveillée de cette unité qui me semblait pouvoir répondre à de nombreux besoins. Et celui de Robert Chambéry. À la réunion constitutive du 27 mai 1943, il y a 3 absents. Freinet, Dastier et Jean-Pierre Lévy. Je m'en suis expliqué avec Freinet. Avec Dastier pendant 20 ans. Dastier était député avec moi, dans le même groupe que moi. Nous étions dans la même organisation politique et nous étions responsables du mouvement de la paix sur le plan national et international. Donc on se connaissait, on avait habité ensemble, nous étions très liés. Jean-Pierre Lévy, je lui ai dit « T'as fait une belle connerie ». Il a reconnu. Freinet n'a pas donné d'explication. C'était comme ça et pas autrement. De Benouville avait donné au Figaro littéraire une interview par le canal d'Amouroux. Je l'ai ici. Et dans l'interview, dont Amouroux nous a dit qu'une grande partie était restée sur la cassette qu'il avait enregistrée, mais qu'il n'avait pas publiée, et qu'il y en avait un